Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité à la une de ce lundi 26 juin 2023. Deux ministres au chevet de l'industrie savoyarde, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, étaient en visite en Savoie ce lundi. Ils se sont rendus au sein des entreprises Trimet et Ugitech. Le dossier fait parler de lui depuis 40 ans. Le projet autoroutier pour le désenclavement du Chablais suit son cours. Il a fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. Une loi a été adoptée pour la poursuite de la procédure, mais des associations sont vent debout. L'industrie savoyarde était donc à l'honneur ce lundi. Le géant mauriennais de l'aluminium, Trimet, a reçu la visite de deux ministres. Ils sont venus assister à la signature d'un contrat entre l'entreprise et EDF. La compagnie s'engage ainsi sur le long terme pour aider le groupe à faire face au coût de l'énergie. Emmanuel Jaude a suivi pour nous cette visite. Arrivée ce lundi matin pour l'occasion, la ministre de la Transition écologique, accompagnée du ministre délégué chargé de l'industrie, ne cachait pas leur joie. En effet, tous deux sont venus assister à la signature de partenariat entre le producteur d'aluminium Trimet et son fournisseur d'électricité EDF. Un renouvellement qui, dans le contexte actuel, a été soumis à de nombreuses renégociations. Le niveau de prix, comme tout contrat entre deux industriels, quel est le niveau de prix pour les 10 prochaines années? On est dans une crise énergétique qui fait que les prix ont augmenté ces derniers temps. Donc l'enjeu de la discussion, ça a beaucoup été autour des niveaux de prix et des formules de prix que l'on va appliquer pour les 10 prochaines années, le montant de cette fameuse avance en tête également. Donc non, il y avait des gros enjeux dans la discussion et c'est pour ça qu'elle a pris plusieurs mois, voire plusieurs années. Et malgré le fait que EDF soit actionnaire de la société Trimet à hauteur de 35%, cette signature a donc nécessité beaucoup de discussions. Mais si aujourd'hui il s'agit d'une première, ce modèle de partenariat peut désormais facilement se décliner pour de nombreux autres acteurs de l'industrie. C'est un exemple à suivre. Donc moi j'annonce aujourd'hui qu'on va consulter cet été avec la Direction générale des entreprises tous les industriels qui sont ce qu'on appelle énergo-intensifs, donc qui ont besoin d'énergie bas carbone en volume et pas trop cher, sur leurs besoins dans les 10 à 20 ans qui viennent, de manière à ce qu'on puisse, ensemble, continuer à produire en France, réindustrialiser la France et continuer à produire avec de l'industrie pas chère et décarbonée. C'est un atout énorme. Ça a été dit par tous les intervenants, on est capable de produire de l'aluminium en France et en Europe. On a deux très beaux sites, un dans le nord et un ici. Il faut les développer, il ne faut pas seulement les préserver. Car derrière ces contrats, ce sont bel et bien les choix stratégiques de tout le pays qu'il faut déceler, misant notamment sur le savoir-faire et l'excellence de nos territoires. C'est ce qui nous donnera de l'indépendance et un coût compétitif. Et on a besoin d'avoir un cadre juridique. C'est la réforme du marché de l'électricité, mais pas que. C'est ce travail qui est fait sur des contrats long terme entre EDF et les industriels, de donner un cadre à cette énergie bas carbone que l'on produit sur notre territoire pour que son prix ne soit plus dépendant des marchés internationaux, qu'il ne soit plus dépendant des énergies fossiles, mais qu'il soit fondé sur la réalité des coûts de production. Un vrai signe de bon augure pour la société Trimet qui se lance ainsi dans une nouvelle phase de développement après avoir déjà investi plus de 350 millions d'euros sur le site mauriennais ces 10 dernières années. Et restons en Savoie avec une toute petite entreprise cette fois qui fait le bonheur de femmes touchées par un cancer du sein qui ont subi une mastectomie. Diane Lavinia, juriste de formation, a eu l'idée de créer The Nipples Lab. Elle imagine, fabrique et conçoit des prothèses de mamelon en silicone. Et grâce à ces petites créations, elle a redonné le sourire à de nombreuses femmes. C'est une rencontre signée Sébastien Germain. C'est dans ce petit local situé à Chambéry que l'idée de Diane Lavinia prend forme depuis maintenant quelques mois. C'est ici que cette juriste de formation née au Canada conçoit et fabrique ses prothèses de mamelon en silicone destinées aux femmes victimes de mastectomie en traitement du cancer du sein. J'ai une cousine et une amie qui ont eu cette maladie et en discutant avec elles, on est arrivé à la conclusion que ce qui leur manquait le plus, c'était le relief des mamelons. J'ai vu que ça se faisait déjà, les prothèses en silicone de mamelon, mais j'ai voulu apporter une solution autre pour les femmes justement qui n'avaient plus du tout de mamelon, qui avaient subi une mastectomie bilatérale. Pour se lancer dans l'aventure The Nipples Lab, Diane Lavinia a donc suivi une formation de prothésiste, lui permettant aujourd'hui d'acquérir les bases du métier.
Je dirais que le plus complexe, c'est vraiment... Alors, au tout début, ça a été de trouver la bonne formule pour que le mamelon soit très réaliste au toucher. Parce que sinon, c'était assez dur. Ce qui est aussi un peu complexe, c'est vraiment les couleurs. Parce que reproduire à l'identique, ça demande du travail et du temps. Pour vous donner une ordre d'idée, donc tout ce qui est prothèses, celles que j'ai en collection permanente, qui sont envoyées comme ça rapidement, je mets entre 2 et 3 heures. Le sur-mesure, ça peut aller jusqu'à 6 heures. À 34 ans, cette mère de famille a surtout choisi de mettre ses connaissances et ses compétences au service des femmes. Humainement parlant, c'est beaucoup plus satisfaisant que le domaine juridique. Toutes celles à qui j'ai fourni les prothèses, elles m'ont vraiment dit que j'ai comblé un manque. Donc elles sont plus sûres d'elles, elles ont retrouvé en quelque sorte leur féminité, parce que le mamelon pour nous, c'est quand même... c'est la féminité, c'est la sensualité, c'est un peu tout, ça nous donne confiance en nous. Et là, le fait de retrouver du relief, ça leur apporte vraiment énormément personnellement. Pour se démarquer, The Nipples Lab propose le don d'empreinte qui permet à chaque femme d'avoir des prothèses les plus ressemblantes possibles. Le don d'empreinte, c'est vraiment des femmes qui viennent. Donc je prends leur empreinte mammaire, elles me l'offrent pour que je puisse montrer des visuels à des femmes qui ont subi des mastectomies bilatérales, donc qui n'ont plus rien, et qui cherchent à retrouver des mamelons similaires visuellement à ce qu'elles avaient avant. Il faut avouer que le résultat est plutôt très réussi. Chaque paire de prothèses a une durée de vie de plus de 10 ans. La fixation se fait grâce à un adhésif et les prothèses peuvent rester collées jusqu'à 10 jours consécutivement, sans irritation de la peau. Et le concept est en passe de définitivement prendre son envol, puisque Diane Lavigna a déjà été contactée par des hôpitaux, des cliniques et même des chirurgiens esthétiques. C'est un véritable serpent de mer, un dossier qui divise le Bas-Chablais depuis des dizaines d'années. Le désenclavement du Chablais est revenu sur le devant de la scène il y a quelques jours puisqu'il a fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. La procédure nécessaire pour certains constitue pour d'autres un véritable déni de démocratie. Nous faisons le point. Ces plaines auraient pu avoir un tout autre visage aujourd'hui. Le premier tracé de l'autoroute A400 pour le désenclavement du Chablais passait en effet par ici. Retoqué depuis, le projet continue de diviser tout un territoire. Plébiscité par les élus et une partie de la population, il est rejeté par des associations de défense de l'environnement et des agriculteurs. Il a tout récemment fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. La proposition de loi technique visait à corriger une erreur procédurale rare dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Elle a été adoptée par les sénateurs et les députés. La loi vient simplement remettre en correspondance et non pas en cohérence. La cohérence n'a jamais été absente de ces projets. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui s'offusquent de ce processus de régularisation, finalement, font fi de la réalité. C'est que le fond du projet, il est intégré, admis et attendu par l'ensemble de la population chablaisienne. C'est l'unanimité des élus qui considèrent que c'est un chaînon manquant pour pouvoir désenclaver le Chablais. Si ce vote est donc présenté comme une procédure nécessaire, les opposants au projet, eux, s'insurgent. Parmi eux, l'ACPAT, l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports. Elle n'entend pas abandonner le combat. L'AGLO a décidé de passer outre les injonctions de la mission régionale de l'autorité environnementale qui imposait lors de l'élaboration de ce PLUI du Bas-Chablais de faire une enquête publique tout le long du tracé de l'autoroute et dans chaque commune. Ils ont trouvé une astuce, c'est de présenter par l'intermédiaire de 2 sénateurs, d'abord au Sénat puis ensuite à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui légitimait ce tracé. Or pour nous, c'est complètement impossible de faire quelque chose comme ça, c'est un déni de démocratie, et plus que ça, c'est même créer un précédent dans la loi, puisque ça va être une loi, et des députés ou des sénateurs d'autres régions vont pouvoir envisager de faire la même chose quand ils rencontrent un problème, soit avec des opposants, soit parce que le projet n'est pas vraiment accepté. La Confédération paysanne de la Haute-Savoie suit elle aussi de près le dossier. Donc actuellement, il y a 2 procédures en cours. À la fois une attaque faite par les députés, donc un recours déposé par les députés au Conseil constitutionnel, et en parallèle les avocats donc le cabinet Hugues-Lepage, qui sont nos avocats sur cette affaire, avec d'autres associations hein, bien sûr, donc qui ont posé une demande d'abrogation de la déclaration d'utilité publique.
Donc en fait, il y a 2 procédures qui sont en cours pour que ce projet ne se fasse pas. Si le projet se poursuit, l'État devrait annoncer d'ici la fin de l'année le concessionnaire retenu pour débuter la réalisation des travaux du désenclavement du Chablais. Le marathon du Mont-Blanc a fêté ses 20 ans ce week-end. Plus de 2000 coureurs au départ avaient 10 heures maximum pour finir cette boucle de 2540 mètres de dénivelé. Chez les hommes, le Suisse Rémi Bonnet s'est imposé en 3h35. Il a devancé l'Américain Eli Hemming et le Suédois Peter Engdahl. Côté femmes, l'Américaine Sophia Lockley a bouclé la course en 4h12. Le podium est complété par la Chinoise Miao Yao et l'Espagnole Oyana Cortázar Arenzeta. À noter que les Français ont également dominé le 90 km du Mont-Blanc qui se tenait aussi ce week-end avec les victoires de Germain Grangier et Jennifer Lemoine. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Mardi et mercredi, vous retrouverez exceptionnellement un journal tout en images. Mais d'ici là, restez avec nous pour la météo dans un instant, suivi de l'aparté de la rédac. Ce soir, rendez-vous avec l'alpiniste Marion Poitvin dans une émission présentée par Sébastien Germain. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.